Je sais bien qu'on n'a jamais assez de louanges, mais là, quand même, Pascal, t'as fait très fort. Mesdames et messieurs les étudiants, nouveaux diplômés, monsieur le directeur de l'IRIS, cher Pascal, mesdames et messieurs, membres de l'équipe de l'IRIS, mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir que d'être la marraine de cette promotion 2016 de l'IRIS-Sup. Siégeant, tu l'as rappelé Pascal, au conseil d'administration de l'IRIS en qualité de vice-présidente, je connais de l'intérieur la qualité des équipes d'enseignement et tout spécialement celle de votre directeur Pascal Boniface. Sa personnalité, la pertinence des analyses, rassurez-vous, je ne ferai pas autant de compliments à Pascal qu'il n'en a fait sur moi. Oui, je sais que c'est un sujet inépuisable. Ça y est, j'ai perdu le fil de mon propos. Sa personnalité, la pertinence de ses analyses en font un invité privilégié de tout ce qui pense. Grâce à lui, l'IRIS est reconnu comme un institut de formation de haut niveau, un think tank situé sur les premières marches du classement international et un lieu d'échange, de dialogue et de paix. Merci Pascal pour ce que tu es. Les applaudissements sont de rigueur à ce moment. Tu le rappelais, Pascal, en tant que citoyenne engagée, ayant occupé des postes ministériels prestigieux, aujourd'hui journaliste de télévision, de radio, de presse écrite, je ne peux qu'être interrogée par les évolutions et les interrogations soulevées par les relations internationales. Il n'y a pas si longtemps, quand j'ai commencé ma carrière politique, elles ne relevaient que de la science politique. Aujourd'hui, elles ont envahi tous les domaines de l'économie, mais aussi des sciences sociales. J'aurais aimé avoir suivi votre cursus pour aborder les enjeux internationaux qui furent les miens. Et vous permettrez à une ancienne, à travers quelques anecdotes de mon parcours international, de vous livrer non pas des leçons, mais des enseignements tirés de l'expérience. Nommé ministre de l'écologie et du développement durable dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, j'assure mon premier conseil des ministres de l'Union européenne à Palma de Majorque. Quelle n'est pas ma surprise de voir s'avancer vers moi la ministre belge, flamande en l'occurrence, et de me dire « Tiens, la ministre française, oh, je ne me donne pas la peine de retenir votre nom, dans 6 mois, vous ne serez plus là. » Je me suis dit que nous avions une sacrée réputation en Europe et que la valse des ministres nous empêchait de mener les relations internationales dans la profondeur qui en est exigée. Premier renseignement, les relations internationales ne se construisent qu'à long terme. Les relations internationales, c'est jamais un coup d'asseoir, mais c'est vraiment un mariage de raison qui se construit à long terme et patiemment. Il faut accepter de perdre du temps. Je l'ai appris à travers quelques expériences, non seulement de ministre, mais d'élu local. Olivier Guichard, j'étais alors présidente de la commission de l'aménagement du territoire de la région, m'avait chargé de ressusciter les relations de partenariat que nous avions avec l'Andalousie et avec son président Manuel Chavez. Je me suis dit, j'arrive en Andalousie, Coco, ne t'inquiète pas, je vais t'amener à récipiscence. J'étais accompagné par un fonctionnaire territorial qui trottinait derrière moi. J'arrive dans le bureau de Manuel Chavez et je le somme évidemment d'aller plus loin et d'aller plus fort dans la coopération avec la région des Pays de la Loire. En sortant, mon collaborateur m'a dit « Madame la Présidente, vous avez la stratégie d'un B-52 ». Et puis jamais les relations avec l'Andalousie ne se sont réchauffées. Et donc j'avais déjà appris ce jour-là qu'il fallait effectivement manier autrement, manier comme avec de la dentelle
de façon extrêmement précieuse, subtile, les relations internationales. Je vous racontais mon expérience de ministre dans ce premier Conseil européen. Il fut suivi de près par une réunion internationale extrêmement importante, le Sommet de la Terre à Johannesburg. Et c'était un dossier évidemment extrêmement complexe. Et là, j'ai appris une deuxième leçon. Dans ces réunions internationales, il faut terminer par un communiqué final. Ce communiqué, qui est le point d'orgue de tout le travail qui est effectué pendant presque 15 jours, est l'objet de tractations extrêmement fines et est également l'occasion de coups fourrés qui sont pas toujours difficiles à détecter. Et en particulier, un certain nombre d'États très intégristes qui mettent en cause l'égalité homme-femme voulaient absolument que dans le communiqué final soit mis un certain nombre de précisions qui, sous couvert de respecter les différences culturelles, n'étaient que tout simplement la remise en cause de droits fondamentaux et de l'égalité homme-femme. Et nous avons, avec ma collègue norvégienne, erré des nuits entières dans les couloirs, en expliquant, parce que nous étions 2 ministres femmes, en expliquant à un certain nombre de ministres hommes, de chefs de délégation, à quel point c'était important de ne pas transiger sur ces sujets. Et vous pouvez voir, à travers cette anecdote où nous avons déjoué toutes sortes de pièges, que l'importance de la diplomatie ne se fait pas seulement sur les estrades, mais elle se fait aussi dans les couloirs, à travers des échanges bilatéraux, très loin des réunions formelles. Ces 2 anecdotes vous montrent aussi que dans les relations internationales, il n'y a pas de petits interlocuteurs. Tout compte. Les petits, entre guillemets, peuvent être des appuis extrêmement importants. Mais la 3e leçon me fut donnée, toujours dans ce sommet de la Terre à Johannesburg. Il y avait une ambiance de folie, car les Allemands étaient à une encablure des élections, des futures élections, et Gerhard Schröder était persuadé de les perdre. Ce qui fait que le ministre vert de l'écologie, un dénommé Jürgen Trittin, était dans un état de dogue et faisait tout pour faire échouer le consensus à travers de l'Union européenne, car dans ces sommets internationaux, c'est l'Union européenne qui signe le communiqué final, et ce ne sont pas chaque pays de l'Union européenne. Et c'était extrêmement inquiétant. Donc le président de l'Union, qui était un Danois à l'époque, me dit « Écoutez, est-ce que vous pouvez intervenir auprès du président de la République pour qu'il amène ce garçon à récipiscence et qu'il accepte cette négociation du communiqué final ?» Me voilà donc nuitamment à téléphoner à Jean-Marc de la Sablière, qui était à l'époque le Sherpa de Chirac. Et Jean-Marc de la Sablière me dit « Ah, mais Roselyne, vous savez, les ministres allemands, c'est pas comme en France. Eux, ils sont vraiment autonomes. » Je me suis dit « Bon, j'ai déjà appris que les ministres français n'étaient pas autonomes. » et qu'on n'avait pas droit au chapitre, et qu'il fallait obéir d'abord. Mais j'ai appris aussi qu'il est absolument important de détecter ceux qui sont réellement en pouvoir de décision. C'est un conseiller, un groupe, un lobby, une épouse parfois, mais on peut revenir, et c'est heureux, quelquefois aux structurations telles qu'elles ont été prévues par les textes. Et je me souviendrai quand même toujours de l'entrée dans la grande salle du sommet de la Terre. Il se trouvait que les Allemands, de par la position géographique, étaient juste à l'entrée. Nous rentrons donc avec Chirac dans cette grande salle, là où il a prononcé ce fameux discours « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et à ma stupéfaction, il prend Schröder par le col et lui dit « Tu vas dire à ton ministre qu'il arrête d'emmerder ma ministre ». Je dois dire que la phrase de Chirac a quand même un peu servi. Vous voyez donc qu'il faut toujours détecter ceux et celles qui ont le pouvoir. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, mais quelquefois on peut en revenir aux fondamentaux. Cette écologie, cette fonction écologique m'a appris aussi une chose, c'est qu'aucune
organisation humaine n'est semblable à une autre. Et qu'en aucun cas, on ne peut transporter ses modèles, ses propres modèles, pour comprendre ceux des autres. Et même parfois très proches de nous. En 2003, naufrage du Prestige au large des côtes espagnoles. Il faut absolument arriver à convaincre les Espagnols, je dois convaincre les Espagnols, il faut qu'ils acceptent de prendre notre petit sous-marin de l'Ifremer qui s'appelle le Nautile pour aller colmater la brèche parce que la pollution, elle menace les côtes françaises. Sauf que l'organisation territoriale espagnole n'a rien à voir avec la nôtre. Et que là, il faut plonger dans une administration qui n'a rien à voir, où le ministre de l'Environnement, qui est mon interlocuteur, qui est le seul auquel j'ai le droit de parler, lui n'a aucun pouvoir pour cela, car les compétences environnementales sont à la région. Et le président de la région de Galice, M. Manuel Fraga Iribarne, lui, il a décidé de ne rien faire. Et au bout d'une heure de discussion, où il ne m'a parlé que de sa dernière partie de chasse, je me tourne vers l'ambassadeur et je dis « Écoutez, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas, mais un homme qui est aussi éloigné des préoccupations de son peuple, à mon avis, va perdre les élections. » Il m'a dit « Madame la ministre, monsieur Fraga Iribarne est imbattable. » Quelques mois après, il était battu, j'étais assez contente. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote. Donc, arriver à comprendre comment marchent les structures de décision, c'est quelque chose d'absolument indispensable et surtout de ne pas transposer ce qu'on croit ou ce qu'on sait. Je fus donc ensuite, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, durant 5 ans, ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales. L'expérience acquise durant mes fonctions écologiques, puis au Parlement européen, fut précieuse, d'autant que la France assura, au 2e semestre de 2008, la présidence de l'Union européenne, dans ce semestre marqué par une incroyable crise financière et politique. Cette plongée au cœur du réacteur européen m'avait révélé l'insondable indifférence des gouvernants français pour les institutions de l'UE. Certes pas dans les réunions médiatisées, mais vraiment dans ce qui fait fonctionner l'Union européenne. Là où un parlementaire national est harcelé par les injonctions des conseillers, les invitations des ministres, le député européen jouit d'une liberté de manœuvre considérable, peut privilégier des alliances intellectuelles ou géographiques qui surplombent les clivages partisans habituels. C'est ainsi qu'en m'alliant avec Cercas, député du PSE, et les socialistes belges comme Marianne Thyssen, j'ai pu établir un fonds d'accompagnement à la mondialisation pour les entreprises touchées par ces phénomènes de mondialisation, fonds qui existe encore et qui porte mon nom, et je l'ai fait contre les conservateurs britanniques et suédois qui étaient pourtant membres de mon parti européen, le PPE. Donc l'enseignement de l'expérience, c'est quel que soit votre cursus économique, politique, associatif ou d'enseignement, la connaissance fine des mécanismes de l'Union européenne est une priorité absolue. C'est un enchevêtrement de codes et d'influences qu'on ne peut apprendre dans des livres. Mais je terminerai par une spéciale dédicace pour Pascal Boniface. Rien n'échappe à l'international et surtout pas le sport. Et évidemment pas le premier d'entre eux, le foot. C'est moi, la ministre des Sports, qui était Anaïs Na avec l'équipe de France. Et oui, il y a des moments où il faut savoir souffrir. Aujourd'hui, tous les dossiers s'entremêlent. Et dans les relations internationales, on ne joue plus le Congrès de Vienne. Il faut s'occuper de tout. C'est l'affaire qui m'a permis d'être en première page du journal Clarín de Buenos Aires, de Pakistania Today, des journaux dont je n'avais jamais entendu parler, ou de la Frankfurter Allgemeine. Quand je suis rentré dans la salle de presse de Bloemfontein, juste avant le match calamiteux de l'équipe de France, le dernier que nous avons joué en Afrique du Sud, et que j'ai vu qu'il y avait 400 journalistes qui m'attendaient, je me suis dit que oui, les relations internationales, c'était aussi pour un ministre de savoir aborder des choses extrêmement différentes maintenant, mais qui sont aussi importantes pour les relations et pour l'image de la France, puisque je vous rappelle l'impact que cette affaire a eu sur l'image de notre pays. Ces quelques anecdotes montrent bien que le monde sera votre terrain de jeu et que vers lui, il ne faudra pas aller avec des idées simples ou simplistes.
Vous serez au cœur dans vos métiers des exigences contradictoires de l'acteur économique qui veut plus de protection pour ses marchés et ses brevets, et plus d'ouverture du monde à ses productions, et du citoyen qui exacerbe son nationalisme en demandant une gouvernance mondiale qui combat aussi bien le réchauffement climatique que la cybercriminalité. Vous ne pourrez répondre à ces exigences qu'en convoquant non seulement vos connaissances techniques, mais aussi de puissantes qualités humaines. C'est à tous ces aspects que s'attache l'IRIS, et votre diplôme sera donc un passeport pour la compréhension du monde. Je vous souhaite toutes les chances que vous méritez.